Hello beautiful people, welcome to the channel. So today we'll be checking out this documentary about resistance fighters in Savoy during World War II. I'm really curious to see these guys. Let's get into it. Cette vidéo est présentée par Deblock, qui est la première banque française à être certifiée par l'autorité des marchés financiers et par la Banque de France pour pouvoir échanger des crypto-monnaies. Ce qui veut dire que si demain vous avez de la chance sur les marchés et que vous faites un profit, vous pourrez instantanément transformer ce profit en euros et vous l'aurez sur votre compte avec une carte bleue Deblock et vous pourrez acheter n'importe quoi avec. Faire vos courses, acheter une voiture. Ce qui veut dire que l'époque où il fallait faire 15 échanges entre 15 sites différents et attendre 2 semaines à chaque fois si vous vouliez faire de la crypto est complètement révolue. Et il n'y a pas de limite de plafond sur cette carte. Si vous êtes un trader de génie et qu'avec vos profits vous pouvez acheter un appart, bah vous pouvez acheter un appart avec cette carte, il n'y a pas de galère. Récemment, ils ont ajouté beaucoup de cryptos différentes. La dernière fois, ils étaient limités au Bitcoin et à l'Ether, maintenant c'est absolument plus le cas. Si vous vous sentez aventureux et que vous avez envie de trader les meme coins les plus stupides, bah force à vous, c'est possible. Et dans leur système, ce n'est pas possible qu'ils perdent vos cryptos, ce n'est pas possible qu'ils les prennent, même si la boîte coule, il ne peut rien arriver à vos cryptos parce que c'est jamais eux qui ont la clé, c'est vous. C'est toujours vous. Bref, je trouve que c'est en train de rapidement devenir l'un des exchanges les plus pratiques qui soient, et les 1000 premiers qui utiliseront le code dans la description auront 6 mois de compte premium gratuit, ce qui aidera beaucoup avec les fees. Rappelez-vous de trade de façon responsable et de ne le faire qu'avec de l'argent que vous pouvez perdre, parce que les marchés sont volatiles et dangereux. Et voilà, profitez de la vidéo. Okay. Quelque part en Haute-Savoie, sur un magnifique plateau recouvert de sapins, il y a cet étrange monument. Est-ce que vous savez pourquoi il est là? C'est un monument de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas un monument aux morts. Il est là parce que quand la Haute-Savoie était sous contrôle nazi, il s'est passé quelque chose sur ce plateau qui a changé l'histoire de la région. Ok, quand la France perd contre l'Allemagne en 40, elle est séparée en deux. Le nord qui est contrôlé directement par les nazis, et le sud qui est censé être une zone libre, qui est censé avoir un gouvernement français, mais le gouvernement français allié aux nazis, c'est le gouvernement de Vichy. Ok. Dans cette zone libre au sud, on trouve la Haute-Savoie. Et au début, le gouvernement de Vichy se dit que la Haute-Savoie, elle va pas causer trop de problèmes. Parce que la Haute-Savoie, c'est très rural, c'est très alpin, il n'y a pas beaucoup d'usines, donc il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, il n'y a pas beaucoup de prolétaires, il n'y a pas beaucoup de communistes, il n'y a pas beaucoup de toutes ces populations qui ont particulièrement envie de se la mettre avec les nazis. Il y a quoi en Haute-Savoie? Il y a des paysans conservateurs, et tant qu'ils ont la fierté d'être toujours dirigés par un gouvernement français, ils se tiennent à peu près à carreau. Maintenant, ils se tiennent tranquilles, mais ils sont pas contents. D'abord, tout le monde, zone nord et zone sud, doit donner une grande partie de sa production aux armées d'Hitler, donc ils crèvent de faim, les gens manquent de tout. Ensuite, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Et là, ça va être un énorme problème parce que Hitler commence à stresser, Hitler aimerait avoir un allié entre lui et les Américains, et là, il laisse Mussolini envahir la zone sud. Ce qui va vraiment pas passer auprès de la Haute-Savoie parce que c'est le coin en France qui avait accompli ses objectifs militaires en 1939. Ils avaient formé l'armée des Alpes, ils avaient défendu les Alpes, ils avaient bloqué Mussolini. Et donc ce coin qui a fièrement repoussé les Italiens en 1939 et dont la dernière fierté c'était d'avoir encore un gouvernement français, ils se font envahir par l'Italie fasciste. À partir de là, tu commences à voir dans la population et dans l'administration une sorte de grondement contre le régime de Vichy. Et le dernier truc qui va mettre le feu aux poudres, arrive pas qu'en Haute-Savoie pour le coup, ça arrive dans toute la France, c'est la création du service du travail obligatoire. C'est l'Allemagne qui décrète que des dizaines de milliers de jeunes Français doivent aller travailler en Allemagne. Et il y a énormément de gens qui disent « Bah non, je vais disparaître à la place. Je vais pas monter dans un train pour l'Allemagne, je vais... » I don't think it's going to be simple. Like it's hard to survive out there. Okay, let's see. Je vais disparaître à la place. Je vais pas monter dans un train pour l'Allemagne, je vais disparaître dans la nature. Sauf que disparaître, c'est vraiment super dur. Il se trouve qu'ils savent pas où ils doivent aller, ils ont pas d'argent, s'ils se font arrêter par des flics et contrôler, qu'on voit qu'ils sont sur les listes pour aller en Allemagne, ils vont aller en prison, c'est vraiment super dur. Donc la question de où disparaître est très très importante. Maintenant, si seulement il y avait une région très rurale, très alpine, où il y a plein d'endroits pour disparaître et où en plus, l'administration aime pas du tout Vichy. Ce serait pas pratique. Jeanne Brousse, par exemple, c'est un bon exemple de ces fonctionnaires de Haute-Savoie qui sont pas très fans de Vichy. C'était une employée de la préfecture d'Annecy, qui est la plus grande ville en Haute-Savoie.
Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des faux papiers pour les jeunes qui sont sur les routes. Sa grande spécialité, c'était de mettre comme lieu de naissance une ville qui a déjà été bombardée. Ce qui est vraiment une astuce qui ne peut marcher que pendant une guerre. Parce que même si tu es le flic le plus suspicieux du monde, et que tu penses que les papiers qu'on t'a montrés pendant un contrôle sont faux, est-ce que tu vas aller creuser dans des gravats pour trouver l'acte de naissance du gosse que tu viens de contrôler? Et non, bien sûr que non. Et Jeanne Brousse, elle faisait partie d'un réseau secret beaucoup plus grand qui s'était organisé pour aider ces jeunes, par exemple. Des fois, elle envoyait les jeunes vers les jeunesses catholiques. Et les jeunesses catholiques connaissent énormément de familles sur le territoire qui, des fois, ont de la place et qui adoptent des enfants et qui les cachent. Maintenant, qui d'autre fait partie de ce réseau secret? L'armée secrète, qui est une branche de la résistance. Et eux, ils ont des maquis où ils arment et où ils entraînent les jeunes. Ils prennent pas tout le monde, ils prennent ceux qui sont dans la meilleure forme physique. Et ok, il y a tout un tas de jeunes qui ont rejoint la résistance par conviction, mais il y en a aussi tout un tas qui sont allés dans les maquis parce qu'ils n'avaient aucun autre endroit où aller. Ce qui veut dire qu'en instaurant le service du travail obligatoire, l'Allemagne a envoyé énormément de recrues dans les bras de la résistance. Maintenant, de tous ces jeunes qui sont entraînés et armés dans les maquis, ils restent pas tous forcément en place. Parfois, ils forment des bandes entre eux parce qu'ils s'aiment bien et ils commencent à vadrouiller à travers le pays. Il y a un de ces groupes qui s'appelait le Corps Franc-Simon. Parce qu'un corps franc, c'est une unité qui bouge de façon indépendante dans une armée, et leur chef, son pseudonyme de résistance était Simon, donc le corps franc, Simon. Au début, ils ont un peu un côté brigand, genre c'est des jeunes sur les routes qui répondent à personne, quand ils ont besoin de nourriture, ils la volent, et ils ont régulièrement des problèmes avec les flics. La population les aime bien, donc la population les cache de temps en temps, donc ils dorment des fois chez l'épicier du coin, des fois dans une grange. Et il commence à se faire connaître en faisant des trucs, d'abord des trucs stupides. Il y avait un camp de vacances pas loin d'Annecy qui s'appelait Jeunesse et Montagne, qui était un truc super huppé où les riches de Paris envoyaient leurs gosses pendant les vacances. Et c'était financé par l'État. Et le corps Franc-Simon débarque en disant attendez, on est l'armée française maintenant. Donc c'est normal qu'on soit équipé par l'État. Et ils ont braqué Jeunesse et Montagne et ils sont partis en laissant tout le monde dans le camp en caleçon. Puis ils ont commencé à faire des trucs un peu plus risqués. Ils ont volé des camions d'essence à la police. Ils les ont conduits jusque dans les villages où il y a des résistants. Ils ont braqué des boutiques en plein Annecy. Ils sont enfuis avec des camions remplis de nourriture. Et comme petit à petit ils ont l'air d'avoir peur de rien, la direction de l'armée secrète se met à les utiliser pour des trucs beaucoup plus dangereux. Genre l'assassinat de gens qui collaborent avec Vichy. Et quand tu lis les témoignages sur ces assassinats, c'est très bizarre. D'un côté, il y en a qui ont bien fonctionné, et t'as des histoires qui ont l'air de sortir tout droit d'un film de mafieux, où genre t'as 3 mecs qui débarquent dans un salon et qui rafalent quelqu'un dans son salon à la mitrailleuse. Et d'un autre côté, il y a plein d'assassinats qui ont raté parce que c'était préparé n'importe comment, ou parce qu'ils ont hésité, ou même parce qu'ils ont eu peur de passer à l'acte, et tu lis tout ça et tu réalises que c'est vraiment des gosses. C'est vraiment des mecs de 19 ans avec des flingues. Pendant la première année où le corps Franc-Simon fait parler de lui, ça va encore parce qu'ils sont poursuivis soit par des flics français qui sont relativement laxistes avec eux, soit par des Italiens. Sauf qu'à partir de 1943, l'Italie elle perd contre les Alliés. Et après, la Haute-Savoie elle est plus gérée par l'Italie, elle est gérée par l'Allemagne. Et maintenant, les résistants, ils ont affaire à la Gestapo. Et dans ce contexte extrêmement tendu, le corps Franc-Simon va à Saint-Eustache, qui est un petit village au sud d'Annecy, et tue 2 officiers allemands. Et à partir de là, la Gestapo et Vichy, qui se fait mettre incroyablement la pression par la Gestapo, ils vont plus jamais s'arrêter de courir après le corps Franc-Simon. Le chef du corps Franc-Simon s'appelait François Servan. Son nom secret de résistance était Simon, voilà, c'est pour ça corps Franc-Simon. Quelque temps après, il va être imprudent, il va donner rendez-vous à un capitaine de police dont il pensait qu'il avait réussi à le faire changer de camp, mais quand il arrive sur place, c'est d'autres policiers qui l'attendent. Et il essaye de résister à l'arrestation, il prend une balle. Et il est dans un état vraiment grave, il est transporté en urgence par les Allemands à l'hôpital. Et le médecin, le chirurgien qui le voit arriver est un allié de la résistance. Et donc il envoie un messager pour dire aux résistants que François Servan est à l'hôpital et qu'il est dans un état tellement grave qu'il ne peut pas être déplacé. Donc les Allemands ne peuvent pas l'emmener en prison ou dans une caserne, il doit rester à l'hôpital. Et donc il y a plein de groupes de résistants de la région, dont le corps Franc-Simon, qui commencent à converger vers Annecy pour essayer de le libérer. Sauf que quand ils arrivent sur place, les Allemands ont été trop rapides et l'hôpital est complètement encerclé, genre incroyablement défendu. Même avec le corps hospitalier dans leur camp, il n'y a rien à faire. Donc ils font demi-tour, ils commencent à réfléchir à un plan pour libérer leur chef, et ça ne donnera jamais rien, parce qu'en sortant d'Annecy, ils tombent sur un régiment de 200 Allemands qui est en train de rentrer dans la ville. Et tout le corps Franc-Simon est arrêté.
et ils seront tous exécutés dans une cour d'Annecy le lendemain. Et François Servan est mort de ses blessures le lendemain aussi, donc il est probablement mort dans sa chambre d'hôpital au même moment où ces hommes se sont fait fusiller. Il y a un membre du corps Francimon qui a survécu, et jusqu'en 2015, on pouvait encore lui demander directement comment ça s'est passé. Someone actually survived until 2015. Wow. Je faisais partie d'un corps franc, la résistance, et le corps franc, notre chef, a été blessé, et il était à l'hôpital d'Annecy, et les plusieurs corps francs du secteur de la Haute-Savoie avaient été mandatés pour aller le sortir de l'hôpital, parce que c'était les gardes mobiles qui le gardaient. Et quand nous sommes arrivés, la personne qui nous a mis en relation, il nous a dit c'est pas la peine d'y aller, les Allemands ont pris position. Et au retour, on a eu un accrochage avec 200 Allemands, et cet accrochage s'est produit dans un carrefour où il y avait une boulangerie, un café, il y avait quelques personnes qui étaient là. L'attraction qui était devant a été stoppée. Nous, on est arrivés derrière, on a été pris comme des lapins dans un fourgon. On a été sortis du fourgon, mis contre un mur avec d'autres personnes qui étaient là, la boulangerie brûlait. Et je peux dire que ça a été un moment terrible pour moi parce que j'ai pensé que j'allais mourir. J'ai vraiment pensé à la mort. Il y avait un fusil mitrailleur qui était en batterie devant nous et on savait ce qui nous attendait. Et ça ne s'est pas produit. J'ai pensé à mes parents, à mes sœurs, et j'ai dit c'est bête de mourir si jeune parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et ça ne s'est pas produit. On était de là emmenés à 1h30 à peu près à la caserne Galbert à Annecy. Et là, il y a eu les interrogatoires. J'étais attaché à une table, à plat ventre sur une table, attaché au menottes au pied de la table et tabassé. Mais j'avais une fausse carte d'identité, j'avais ça d'ailleurs, que ça sur moi. Et je leur ai monté en bateau en leur disant que j'étais mitron à la boulangerie. J'étais jeune, évidemment, puisque je n'avais pas encore 17 ans. Ils m'ont cru et ils m'ont mis en tôle pendant, dans la prison de caserne Galbert à Annecy. Et 5 jours après, j'étais emmené au Fort Montluc à Lyon, et de Fort Montluc, j'ai été emmené après à Mauthausen au mois de mars 1944. Je suis arrivé à Mauthausen. Peut-être qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas eu de chance, peut-être qu'ils sont morts parce que leur chef s'est fait piéger. Maintenant, le fait est que, à chaque fois qu'il y a un accrochage entre la résistance et Vichy, ou entre la résistance et les Allemands, la résistance perd. Il y a un problème sous-jacent qui est qu'elle n'est pas assez forte. Elle n'a pas assez d'hommes encore, et elle est vraiment très sous-équipée. La moitié des jeunes qui sortent des maquis sortent équipés avec le fusil de chasse de leur grand-père, ou des armes de la Première Guerre mondiale. Maintenant, quand il y a des résistants qui se battent et qui meurent courageusement malgré le fait qu'ils ne sont pas équipés, ça fait du bruit. Et ça donne des arguments à un certain général de Gaulle, qui est à Londres et qui est en train de négocier pour qu'on envoie des armes en France. Le mois où le corps Francimon meurt, Churchill accepte pour la première fois de parachuter des armes en Haute-Savoie. Maintenant, quand tu t'apprêtes à envoyer une cargaison aussi importante, en plein territoire ennemi, la question de où tu vas les larguer devient vraiment très 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 importante. Et après plusieurs mois d'études, les services secrets britanniques et la résistance se mettent d'accord sur un très joli plateau. Tu as survolé la France, tu lui dirais ok, tu vois Genève, c'est pas en France, c'est en Suisse, donc il n'y a pas de couvre-feu, donc ça brille la nuit. Donc tu trouves Genève. Quand tu y es, tu vas droit au sud, et tu vas finir par voir le lac d'Annecy, que tu vas voir parce qu'il va refléter la lumière de la lune. Tu regardes à l'est, et il va y avoir un gigantesque plateau qui va luire parce que ce sera une nuit de pleine lune et qu'il est recouvert de neige. Tu lâches les armes là. Tu vas confier la mission d'aller les chercher sur ce plateau en plein territoire ennemi.
Et la résistance choisit Tom Morel. Tom Morel est un militaire français. C'est un mec qui avait déjà la Légion d'honneur et la Croix de guerre et était chef d'une unité d'élite quand il avait 24 ans. C'est un membre du 27e bataillon des chasseurs alpins, qui est traditionnellement le bataillon qui est posté à Annecy, et quand les Italiens sont arrivés au début de la guerre, ils sont arrivés très vite, ils étaient plus nombreux que les Français, et les Français ont tenté de se replier de l'autre côté de la rive de l'Isère en se disant on va les bloquer sur la rivière. Et ils ont eu le temps, parce que les Italiens se sont fait arrêter une division entière au col du Petit Saint-Bernard, contre une forteresse construite il y a 300 ans, misérable et toute petite, dans laquelle il n'y avait que 40 défenseurs, qui s'appelait la Redoute Ruinée. Le truc, c'est qu'à chaque fois que les Italiens essayaient de poser de l'artillerie pour pilonner la Redoute Ruinée, l'artillerie française, qui était plus bas dans la vallée, leur tirait dessus avant. Et les Français savaient toujours exactement où tirer, parce que, sur les sommets aux alentours de la Redoute Ruinée, il y avait quelques unités qui étaient restées. Les éclaireurs skieurs, qui étaient les troupes d'élite des chasseurs alpins, s'étaient mis sur les sommets aux alentours de la Redoute pour être les yeux de l'artillerie et pour s'assurer que personne passe dans le dos de la Redoute. Et ça veut dire que pendant 3 jours, ils sont restés à des endroits où la plupart des gens galèrent parce qu'ils commencent à manquer d'oxygène, où le froid tue encore plus que les ennemis, et où ils ont fait un combat retardateur à 1 contre 20 parce que la majorité des Français s'étaient retirés. Mais ils ont gardé ces pics suffisamment longtemps pour que quand les Italiens sont finalement arrivés jusqu'à la rivière, elle était fortifiée. Et donc les Italiens n'ont jamais passé l'Isère. C'était le job de Tom Morel. Il était chef d'une unité d'éclaireurs skieurs et il était sur les sommets à ce moment-là. Et puis la France a capitulé et Tom a été renvoyé à Saint-Cyr, à l'école des officiers pour être prof. Et puis quand l'Italie a envahi le sud de la France, l'armée de Vichy a été entièrement dissoute. Et à ce moment-là, Tom a disparu. Réellement évaporé dans la nature. Le gouvernement ne savait plus où il était. Et quand il ressurgit quelques années après, il est le chef des bases de l'armée secrète en Haute-Savoie. C'est lui qui recrutait et entraînait les jeunes qui voulaient disparaître en Haute-Savoie. C'est probablement lui qui a armé le corps Franc-Simon et c'est très probablement lui qui les a envoyés à leur mort aussi parce que apparemment c'est Tom Morel qui décidait de tous les assassinats dans la région. Comme il vient de passer des mois et des mois à envoyer des jeunes sous-armés faire des missions extrêmement dangereuses, Tom Morel se sent extrêmement concerné par ces armes. Il aimerait vraiment beaucoup les avoir. Et c'est le mois où il perd le corps Franc-Simon qui reçoit un message qui dit Churchill va nous envoyer énormément d'armes. Ça va arriver au plateau des Glières et ça va arriver à la prochaine pleine lune. Donc il prend son calendrier, il voit qu'on est le 31 janvier, il voit que la prochaine pleine lune c'est le 10 février. Il peut pas monter tout de suite avec 10 jours d'avance, ce serait super suspect. Il y aurait plein de gens qui se demanderaient pourquoi il y a 200 personnes sur un plateau pendant 10 jours. Mais il n'a pas le choix. Il doit monter parce que d'un autre côté il entend des rumeurs bizarres du gouvernement qui apparemment en a marre de ce que fait la résistance en Haute-Savoie et qui est sur le point de placer la région en état de siège. Et ça veut dire des flics partout, des barrages partout, des gens qui posent des questions partout. C'est très dur d'aller chercher 20 tonnes d'armes sur un plateau avec 150 personnes si tu te fais arrêter tous les 2 mètres. Donc le soir même, le 31 janvier, il prend 150 personnes avec lui, en partie des anciens militaires, en partie des jeunes qui viennent d'arriver, et il monte sur le plateau. Mais ils n'ont pas le droit à la moindre lumière, sinon on pourrait les voir depuis la ville. Donc faut imaginer 150 mecs sur la pente de la montagne avec de la neige jusqu'aux genoux qui essayent de trouver la route jusqu'au sommet dans le noir complet. Et la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui débarque qui s'appelle Élie Muffat, qui est un ancien compagnon de Tom Morel quand ils étaient tous les deux chasseurs alpins. Et Élie Muffat, il travaille au service des eaux et forêts. Et il connaît extrêmement bien la montagne. En fait, quand t'es un ancien soldat et que tu voulais pas rester aux ordres de Vichy après la défaite, mais que tu pouvais pas non plus disparaître dans la nature parce que t'as une famille, bah, le service des eaux et forêts c'était une planque absolument incroyable parce que c'est ton job de vadrouiller à travers le pays, donc tu peux disparaître sans qu'on te pose de questions et aller aider la résistance en secret. Donc Élie les récupère, Élie les guide jusqu'en haut et ils arrivent jusqu'au plateau des Glières. Les conditions sont catastrophiques, sommet des Alpes en hiver, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, il n'y a pas assez de chalets pour tout le monde, le froid c'est une dinguerie, et c'est des jeunes qui connaissent rien à la vie à la montagne pour la plupart d'entre eux. Il y avait un Parisien dans le tas à qui on a dit d'aller chercher de l'eau en le pointant vers la rivière, qui est revenu en disant qu'il n'avait pas trouvé le robinet. Voilà, c'est le niveau où ils en sont. Mais bon, ils attendent une dizaine de jours, personne vient les embêter parce que personne n'a envie d'escalader la montagne pour voir s'ils sont là en plein hiver, et au bout de 10 jours, l'avion anglais arrive. Et il largue 1/10 de ce qui a été promis. Personne ne sait pourquoi. Peut-être que quelqu'un en avait plus besoin ailleurs, peut-être que les messages se sont embrouillés, c'était la guerre, c'était le chaos. Le fait est qu'avec ce qu'ils ont,
ils ne peuvent rien faire. Donc ils envoient des messages, les Anglais disent ok, on va envoyer le reste de la cargaison. Le problème c'est un pilote ne peut passer que si c'est la pleine lune. Donc maintenant, ils doivent attendre 1 mois de plus sur le plateau. Sauf que, rester sur ce plateau sans se faire repérer pendant 1 mois, ça va être super technique. Juste quelques jours après, il y a un groupe de jeunes du plateau qui descendent dans la vallée pour essayer de trouver de la nourriture. Et entre-temps, l'état d'urgence est passé. Donc la police est beaucoup plus à cran. Elle voit descendre les jeunes, elle ouvre le feu. Sans sommation. Il y a une fusillade. La plupart des résistants s'enfuient, mais il y a 3 jeunes du plateau qui sont arrêtés. Là-dessus débarque le curé Truffy, qui est le curé du village du coin et qui se met régulièrement en danger pour aider la résistance. Il va voir le commandant Rollet, le chef des policiers, et il sait, le curé, que le commandant Rollet est secrètement un sympathisant de la résistance. Donc il négocie avec lui et le commandant lui dit « Ok, je vais laisser partir ces 3 jeunes, mais on a quand même un énorme problème. Le gouvernement me surveille de très très près. Ma région vient d'être passée en état de siège. Et maintenant j'ai des jeunes avec des armes qui descendent des collines, j'ai des fusillades dans les rues. Je dois au moins donner l'impression que je fais quelque chose. Sinon le gouvernement va envoyer plus de gens et ce sera plus moi. » Alors, le curé et le commandant mettent sur pied un plan incroyable. Le commandant va prendre ses hommes les plus paresseux, ceux qui font le moins d'efforts, et il va les envoyer sur le plateau pour voir s'il y a des résistants. Et au même moment, le curé va envoyer quelqu'un pour prévenir les résistants pour qu'ils se cachent. La personne à qui le curé confie la mission passe la soirée à boire et oublie de se réveiller le lendemain matin. Et le lendemain matin, quand les flics arrivent sur le plateau, ils tombent nez à nez avec les résistants, qui croient qu'ils sont en train de se faire attaquer, et qui ouvrent le feu. Énorme fusillade, ça dure 30 minutes, les policiers redescendent, sauf que tu ne peux plus étouffer ça. C'est trop tard, ils descendent et ils en parlent évidemment. Et maintenant, le gouvernement local, le gouvernement à Paris et les Allemands, tout le monde sait qu'il y a 200 personnes avec des armes sur le plateau des Glières. Et c'est là qu'intervient l'énorme question, est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes ? Tu peux pas rester, parce que une base secrète de la résistance, ça ne peut pas être découvert. Si le gouvernement sait où est ton maquis, tu es mort. Tu prends un raid de la gendarmerie ou de l'armée, c'est fini. Mais tu peux pas partir non plus. Parce que ça fait des années et des années qu'ils attendent ces armes qui leur permettraient de sauver leurs proches et leur région. Il aura fallu des mois pour trouver le plateau des Glières, il faudrait des mois pour trouver un autre endroit, et ça se ferait probablement jamais, parce que les Anglais étaient pas très partants dès le début. Ils peuvent pas partir, et ils peuvent pas rester. Mais c'est pas complètement désespéré non plus. Le maquis a une chance de tenir, d'abord parce qu'il est très dur à déloger, parce qu'en fait il y a énormément de gens sur ce plateau. Sur les 100 qui sont montés le premier soir, il y a beaucoup de gens qui sont venus se rajouter. En fait, ça a fait tellement de bruit cette mission dans les canaux de la résistance, c'est tellement la plus grosse cargaison d'armes qui va arriver en Savoie depuis l'armistice, qu'il y a plein de gens de plein de mouvements différents qui se sont ramenés. D'abord il y a les francs-tireurs et partisans, qui sont la résistance communiste. Autant l'armée secrète c'est le mouvement dirigé par De Gaulle, autant les francs-tireurs et partisans c'est la résistance dirigée par le Parti communiste français, et ils ont leurs propres règles, ils obéissent à leurs propres leaders, et ils s'entendent des fois pas du tout avec l'armée secrète, mais la mission est tellement importante qu'ils ont débarqué pour aider. Il y a des Russes, pour des raisons évidentes, les Russes n'étaient pas très fans des nazis, mais il n'y avait pas que des Russes rouges dans la résistance en France, il y avait aussi beaucoup d'anciens royalistes qui avaient fui leur pays, qui s'étaient réfugiés en France, et les deux camps ont pris part dans la résistance française. Il y avait énormément de nationalités différentes dans la résistance française, et donc il y avait énormément de nationalités différentes sur le plateau des Glières. Il y avait plein de Polonais, parce qu'il y avait une grosse diaspora polonaise en France, notamment dans les mines, et ils n'étaient pas particulièrement ravis que leur pays était envahi par l'Allemagne. Il y avait des Espagnols. Normal, il y a plein de Français qui sont allés se battre aux côtés des républicains espagnols contre Franco. Maintenant, il y a des Espagnols sur le plateau des Glières. Et il y avait même des Allemands et des Autrichiens qui venaient de groupes antifascistes. Et au bout de quelques semaines, ils sont presque 500 sur le plateau. Et ça a beau être 35 groupes différents avec chacun leurs objectifs et leur hiérarchie et leurs ordres, ils s'entendent parfaitement bien. Et ils patrouillent ensemble pour que la milice et la police, qui maintenant les encerclent complètement, puissent pas monter sur le plateau. Et alors que leur situation est mauvaise, ils sont entièrement encerclés, et même s'ils reçoivent les armes, qu'est-ce qu'ils en feront une fois qu'ils seront complètement encerclés? Malgré le fait que la situation a l'air vachement sombre, le moral est excellent. Peut-être parce qu'ils rêvent de ces armes depuis des années, peut-être parce qu'ils entendent des rumeurs qui disent que bientôt les Américains vont débarquer à l'ouest et qu'ils ont juste à tenir quelques mois. C'est en grande partie crédité à Tom Morel aussi. Il y a plein de gens qui étaient sur le plateau qui ont dit qu'il avait réussi à avoir le charisme et les qualités de meneur nécessaires pour être suivi par 30 groupes.
c'est là que vont devenir encore plus incroyablement importants tous ces gens qui font partie de la résistance, mais qui ont encore leur job de tous les jours, qui n'ont pas disparu dans la nature, qui se font passer pour des civils ordinaires, mais qui aident en secret. Déjà, si personne crève de faim sur le plateau, c'est en grande partie parce que les gens du service des eaux et forêts montent par des routes improbables que personne connaît pour ramener à manger. Il y a un paysan de la région, une fois, qui a réussi à nourrir le plateau pendant quelques jours parce qu'il est passé derrière la police sur un chemin de montagne avec 25 vaches. Et outre la nourriture, ils arrivent à communiquer avec le monde extérieur et à dire aux Anglais on est toujours là, envoyez les armes, grâce à tous les messagers qui sont dans la région. Et c'est très 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 souvent des femmes d'ailleurs, à bicyclette. À chaque fois qu'il faut bouger une information, un message, de l'argent, voire une arme pour quelqu'un, c'est une messagère à bicyclette qui s'en charge. Elles se font contrôler une fois avec un truc qui appartient à la résistance, elles sont torturées puis déportées. Et elles n'ont pas d'escouade avec elles pour les protéger si ça tourne mal. Et elles font des centaines de ces missions. Statistiquement, c'est probablement les membres de la résistance qui risquent le plus souvent leur vie. Colette et Louise Perriès, par exemple, c'est deux filles d'un village du coin qui ont fait des centaines de ces missions pendant toute la résistance. Et parfois, elles déplacent quelque chose d'encore plus dangereux qu'une arme ou une info. Elles déplacent des gens. Genre par exemple, quand un pilote anglais se fait abattre au-dessus de la France et que la population arrive à le récupérer in extremis avant que la police arrive et à le cacher. Quand quelques semaines après, il s'est suffisamment remis et il est prêt à passer la frontière, qui c'est qui tape à sa porte pour venir le chercher? Louise Perriès. Et le plan pour sortir de France est simple. Il faut se balader dans les champs qui font la frontière entre la France et la Suisse, attendre qu'il n'y ait aucune patrouille et réussir à passer à travers le grillage à un endroit secret où la résistance a coupé le grillage. Si tu es seul, tu es repéré de super loin, tu te fais arrêter. Mais si tu es avec Louise Perriès, va vous ressembler juste à deux jeunes du village en rendez-vous amoureux. Mais faut pas tomber sur une patrouille qui pose trop de questions non plus. On m'avait chargé de passer le mari de cette dame, la patrouille allemande qui en principe aurait dû être passée depuis 1 heure, est passée et nous a arrêtés. Halte, pas pire. Alors bon, je mets mes papiers, ils ont fouillé ma poche, une poche, pas l'autre. Et puis ils ouvrent mon sac, ils voient ma chemise de nuit. Moi je rougissais très très vite. Quelle chance, j'ai rougi. Alors je leur dis, oh, mes parents ne savent pas, mais on va tous les deux pour coucher dans un petit hôtel là derrière. Et surtout, il ne faut pas le dire. Puis je faisais très jeune. Alors ils m'ont bien regardé, puis ils m'ont dit, bon, bonne chance. Alors on a continué, on serrant beaucoup l'un contre l'autre comme deux amoureux. Mais j'ai pas eu peur. Et arrivé de l'autre côté, on m'a offert un verre de vin. Je prends mon verre, je tremblais, j'ai posé mon verre pour pas montrer que je tremblais, mais j'avais pas l'impression d'avoir eu peur. J'arrivais pas à obtenir mon verre. Et les semaines passent comme ça, et la situation va s'aggraver pour le plateau parce que le gouvernement a fini par comprendre un truc. Le gouvernement a fini par comprendre que dans tous les policiers qui encerclent le plateau, il y en a beaucoup qui ont grandi dans les mêmes villages du coin que les résistants de Haute-Savoie. C'est des gens qui se connaissent, il y a une sorte de sympathie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent par remplacer la police locale par les GMR, qui sont les groupes mobiles de réserve. C'est des policiers qui viennent d'autres régions en France et qui n'ont aucune sympathie pour les résistants. Et les GMR arrêtent de respecter certaines règles qui étaient en place. Par exemple, le plateau avait un médecin, / chirurgien, et ce médecin avait un assistant, qui était un étudiant en médecine de genre 20 ans qui s'appelait Michel. Il y avait jusque-là un accord entre Tom et le chef de la police pour que Michel puisse de temps en temps descendre dans la vallée, récupérer du matériel médical. Un jour, Michel descend, il est arrêté, il est envoyé à Annecy. À ce moment-là, les GMR ont peut-être sous-estimé la quantité de gens qu'il y a sur le plateau et leur détermination, parce que la réponse de Tom, c'est d'envoyer 100 personnes encercler un commissariat du coin et prendre 30 policiers en otage. Puis il contacte le commandant Lefebvre, qui est le nouveau chef des GMR dans la région, et il lui dit « C'est très simple, tu vas libérer Michel et je vais te rendre les 30 otages. 30 pour 1, excellente affaire. » Le commandant Lefebvre accepte, les 30 policiers sont libérés, et Michel va jamais revenir d'Annecy. Et ça met Tom hors de lui.
Il vient d'une vieille famille de Lyon, il a eu une éducation genre l'honneur c'est incroyablement important, et que le commandant des GMR puisse briser une promesse d'officier comme ça, il est fou de rage. Et quelques semaines après, il y a un résistant qui était infiltré chez les GMR qui débarque en courant sur le plateau, qui va voir Tom et qui lui dit « Le commandant Lefebvre est à Entremont, qui est vraiment juste au pied du plateau, et il prépare une attaque. » Et là, peut-être que Tom a cru que c'était bien d'avoir l'initiative, ou peut-être qu'il voulait régler ses comptes, mais il a fait quelque chose de pas extrêmement prudent. Il a pris 300 personnes avec lui, et il a attaqué Entremont. À ce moment-là, il se passe exactement ce que le gouvernement craignait quand il a appris qu'il y avait des jeunes qui disparaissaient dans les collines, et qui partaient peut-être rejoindre la résistance. Il y a, sur le territoire, une mini-armée, qui est endurcie par les accrochages sans arrêt avec la police, qui est maintenant formée depuis des mois par des mecs qui étaient dans des unités d'élite, et qui sont capables de descendre et de prendre d'assaut le quartier général de la police dans la région. La nuit tombe et il commence à s'approcher du village et certains jeunes encerclent la ville pendant que d'autres rentrent à l'intérieur et tout devant, il y a un groupe qui est dirigé personnellement par Tom Morel qui contient uniquement des anciens chasseurs alpins et eux, ils doivent trouver et capturer le commandant Lefebvre. Alors que le groupe de pointe est en plein milieu du village, il y a un chien qui se met à aboyer. Et un habitant qui sort voir ce qui se passe, et qui se met à crier, et d'un seul coup, ça devient le chaos. Entremont, qui est vraiment le petit village calme dans les Alpes par excellence, pendant 1 heure, ça devient n'importe quoi, ça tire dans toutes les directions. Mais après 1 heure de combat, Tom arrive jusqu'à l'Hôtel de France, monte à l'étage, enfonce une porte, et capture le commandant Lefebvre. Et là, il l'engueule. Genre vraiment, il l'engueule. Vous êtes un lâche, vous êtes un traître, je peux pas croire que vous prétendiez officier, et maintenant vous êtes prisonnier de la résistance. Et le fait est qu'on va découvrir après la guerre, en rassemblant des archives, que le commandant Lefebvre était pas si mal que ça. La décision de garder Michel en prison, c'était pas lui, c'était le colonel qui était au-dessus de lui. Et quand le colonel envoyait Lefebvre pour mener des actions contre la résistance, Lefebvre envoyait un de ses hommes en civil sur une moto en avance pour prévenir les gens. Donc dans d'autres circonstances, entre Tom et Lefebvre, ça aurait pu bien se passer. Sauf que Lefebvre est impulsif, ça a toujours été un mec colérique, ça tout le monde le savait, et surtout il était ivre-mort. Il a toujours eu énormément de problèmes d'alcool, et le soir où il est capturé, il est complètement bourré. Et quand le mec impulsif et bourré entend qu'il se fait insulter et que maintenant il est prisonnier, sa réponse c'est « Moi Lefebvre, capitaine de l'armée française, prisonnier ? Jamais. » Et il sort un pistolet qui était caché dans sa botte, que personne n'avait trouvé, et il tue Tom à bout portant. Tom va être remonté sur le plateau, enterré au milieu des glières. Le curé de Truffy, celui qui avait négocié pour qu'on laisse partir les jeunes, va officier. C'est lui qui va aller chercher les parents de Tom Morel en bas du plateau pour les faire monter pour qu'ils puissent assister à l'enterrement de leur fils. C'est un des derniers trucs que le curé Truffy va faire avant d'être déporté par les Gestapo, d'ailleurs. Et tout ça arrive la veille de la pleine lune. C'est-à-dire que le soir du jour où ils enterrent Tom Morel, ils entendent les avions anglais arriver et le parachutage a lieu. Aussi vite que les résistants peuvent les mettre à l'abri. C'est un énorme problème parce que la neige, ça bloque toutes les routes qui permettent de monter du plateau et d'en partir. Maintenant la vérité, c'est que la neige, c'est juste une malédiction de plus sur un maquis qui était déjà condamné. Parce que personne le sait sur les glières à ce moment-là, mais ça fait des semaines que Hitler a décidé que Vichy avait échoué à les déloger et qu'il allait le faire lui-même. Et les armes sont livrées le 11 mars, et le 12, la Wehrmacht arrive en Haute-Savoie.
La 157e division de montagne, c'est la solution d'Hitler pour tous ces maquis dans les montagnes de l'Est de la France que personne n'arrive à déloger. C'est 15 000 soldats, experts des affrontements en montagne, avec de l'artillerie, avec le soutien de l'armée de l'air, et soudain, le rapport de force est complètement déréglé. Déjà, le rapport de force contre le gouvernement de Vichy était pas bon, mais alors contre l'armée allemande, il est ridicule. La seule façon de pas se faire anéantir par la 157e division quand t'es un maquis, c'est de fuir, de ne jamais l'affronter. Mais il y a des armes. S'ils partent, ils partent sans les armes. La cargaison pèse plusieurs tonnes. Pour la déplacer à pied du haut du plateau, il faut des semaines et l'armée allemande arrive dans 2 jours, tu ne peux pas l'emmener. Et outre ceux qui veulent pas partir parce que c'est trop rageant, il y a ceux qui disent « Pense à la réputation de la résistance. Pour une fois, en plusieurs mois, les Anglais nous envoient quelque chose et immédiatement on le laisse aux Allemands. Il vaudrait limite mieux qu'on meure avec ces armes pour que la prochaine fois qu'un maquis a besoin de l'aide de Londres, il reçoive l'aide. » C'est à peu de choses près ce qui s'est passé. Les anciens militaires qui voulaient absolument libérer le pays et les jeunes qui à la base voulaient juste pas aller travailler en Allemagne et qui avaient trouvé un endroit pour se battre ont hésité pendant 2 semaines, pesé le pour et le contre. Et à la fin, le 26 mars, le plateau ressemblait à ça, avec les résistants toujours dessus, avec les armes, la milice au nord-ouest et les Allemands sur tous les autres flancs. À 8h du matin, les Allemands essayent de monter pour la première fois par l'Avouillon, au nord-est, ici, et au même moment, la milice essaye de monter à l'ouest par le col de l'Enclave. Et dans les 2 cas, les défenseurs, qui ont passé la nuit sous la neige avec des couvertures et qui sont déjà en place, les repoussent. Et puis à 9h, la Luftwaffe, qui a constaté qu'il n'y a pas de défense anti-aérienne sur le plateau du tout, bombarde tout. Tous les chalets, tous les abris, toutes les réserves, tout ce qui dépasse sur le plateau explose. Juste après le bombardement, vers 10h du mat, la milice essaye de repasser par le col de l'Enclave, sauf qu'ils viennent à 2 fois plus nombreux cette fois, mais les défenseurs se sont déjà regroupés juste après le passage des avions. Et la milice perd beaucoup de gens et est obligée de faire demi-tour pour la 2e fois. Et puis pendant 1 heure ou 2, ça se calme, et comme c'est une journée d'hiver, le soleil se couche très très tôt, donc la lumière commence à baisser, et on commence à croire que l'improbable s'est produit et que 500 jeunes sur le plateau, parce qu'ils avaient une meilleure connaissance du terrain, ont réussi à repousser et la milice et la Wehrmacht. Et soudain, il y a un messager qui débarque en courant du nord et qui va voir Maurice Angeau, qui est le nouveau chef du plateau qui vient de succéder à Tom Morel, et il lui apporte des nouvelles de Monthiévray. Monthiévray, c'est une zone qui n'était pas très défendue, parce que c'est très en pente, c'est très sauvage, c'est pas vraiment par là que t'as envie d'attaquer, mais c'est aussi un endroit où il y a des sapins du tout en haut de la pente jusqu'à tout en bas de la pente. Donc quelqu'un pourrait faire l'ascension en étant caché par les arbres tout du long. Et la 157e division de montagne de la Wehrmacht, c'est des experts du combat en montagne. Ils ont fait mine de monter par la route principale pour attirer l'attention et une partie d'entre eux était en train d'escalader à travers la forêt. Il y a des endroits dans cette forêt qui sont tellement raides que les résistants n'avaient mis personne pour surveiller parce que personne n'était censé pouvoir passer. La 157e est passée en portant ses armes et en faisant pas le moindre bruit. Pas longtemps après, il y a un défenseur qui arrive au centre du plateau, qui va voir le capitaine Angeau, qui lui dit que la plupart des gens qui défendaient Monthiévray avec lui sont morts. Et là, le capitaine Angeau se rend compte qu'à d'un instant à l'autre, il peut y avoir des tas d'Allemands qui débarquent des sapins depuis Monthiévray et qui tuent tous les défenseurs dans le dos. Et là, il dit « Bon, on est resté avec ses armes jusqu'à la dernière seconde, mais je vais pas regarder mes hommes mourir alors que le périmètre est déjà brisé. C'est le moment de partir. » À ce moment-là, si t'es un des défenseurs du plateau, il faut dévaler le plateau dans la nuit noire, avec les sirènes des Allemands derrière toi, et en sachant que derrière chaque sapin, il peut y avoir une embuscade. Malheureusement, c'était trop tard pour partir. Ils ont voulu rester avec les armes jusqu'à la dernière seconde, mais essayer de sortir du plateau alors qu'il est complètement encerclé, les chances, elles sont vraiment pas bonnes. D'ailleurs, il n'y a pas un seul officier qui va s'en sortir. C'est eux qui dirigent les plus gros groupes, c'est eux qui attirent l'attention, c'est les petites équipes qui ont une chance de passer. Maurice Angeau, il prend la plus grosse équipe avec lui, ils vont relativement loin, mais ils se font tous tuer en arrivant sur Annecy. Mais l'endroit où ça a été le pire, c'est Thoran, qui est au nord, parce que c'était le plus gros village en bas du plateau, et donc il y a tout un tas de jeunes du plateau qui étaient originaires de là. Et donc pendant la fuite, ils ont voulu rentrer chez eux. Sauf qu'évidemment, la milice s'y attendait et les attendait là-bas.
Il y a des dessins de ce massacre. Parce que Serge-Henri Moreau, qui était illustrateur, était à Torrent à ce moment-là. Et on l'a laissé faire parce qu'il a dit à la milice qu'il voulait dessiner des trucs à la gloire de la milice. Et en fait, il a dessiné les jeunes de Torrent massacrés dans les rues de Torrent. Au milieu de tout ça, le marquis Jacques de Griffolet-Dorimont, il arrive à s'en sortir avec ses hommes. Il trouve une sortie du périmètre. Il dit à ses hommes, allez-y sans moi, et il revient à l'intérieur pour trouver un groupe de retardataires et leur montrer la sortie. Il trouve un deuxième groupe, il les mène à la sortie, il leur dit la même chose, partez sans moi. Il revient à l'intérieur. Et la seule raison pour laquelle on sait ce qui lui est arrivé, c'est Serge-Henri Moreau l'a trouvé à la sortie de Torrent. Mort avec le troisième groupe qu'il essaie de faire sortir. D'ailleurs, de Griffolet-Dorimont a pu rejoindre le plateau quelques semaines plus tôt avec ses hommes, alors qu'il était déjà encerclé, parce qu'un paysan du coin qui s'appelle Arthur Balanfa lui avait montré la route. Et le jour de la fuite, Arthur Balanfa trouve un groupe de jeunes dans la forêt en train de courir et les cache dans sa ferme, et grâce à ça, ils échappent aux Allemands. C'était les jeunes d'une section qui s'appelait la section Allobroge, et ils ont survécu grâce à ça, et il y a toujours une section Allobroge aujourd'hui, dans le 27e bataillon des chasseurs alpins. Arthur va le payer de sa vie parce qu'il va être dénoncé une semaine après, et les Allemands vont le tuer et brûler sa ferme. Et 80 ans après, aujourd'hui encore, à l'endroit où il y avait la ferme d'Arthur Balanfa, il y a encore une stèle qui parle des volontaires français sans armes et sans uniforme. À ce moment-là, la résistance passe pas très loin d'un échec total. Les Allemands remettent la main sur presque toutes les armes. La chaîne de commandement est complètement éliminée. Les survivants sont perdus, dispersés dans les forêts et savent pas quoi faire. Et surtout, de tous les jeunes qui étaient montés sur le plateau, à la fin il y en a à peu près la moitié qui sont morts. Les communistes, qui ont perdu des hommes là-dedans, comme tout le monde, vont être extrêmement critiques du plateau des Glières. Même après la guerre, ils vont publier un livre à charge en 1946 pour dire « mais l'armée secrète a gaspillé des vies pour rien avec leur projet ridicule de se mettre en haut d'une montagne et de tenir jusqu'au débarquement avec des armes. Évidemment que ça pouvait pas marcher. » Évidemment, Vichy parle que de ça. Tous les soirs à la radio, tu peux entendre comment les glorieuses forces de police ont dégagé les terroristes de leur plateau. Et on pourrait croire que les radios de la résistance à Paris et à Alger vont pas trop en parler, mais au contraire, elles en parlent beaucoup. Ce qu'elles font, c'est qu'elles rappellent que tout le monde sur le plateau avait 20 ans. Elles rappellent que c'était quasiment que des gosses qui essayaient d'échapper au travail obligatoire à la base, qu'ils n'avaient pas d'entraînement. Et la BBC, elle répète ça. Et c'est marrant, on voit vraiment que l'âge de l'information est en train d'arriver. La BBC fait ce que... qui sont ailleurs en France et qui ont besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes qui essayent, ça inspire des alliés un peu partout qui en entendent parler, ça donne des arguments au général de Gaulle à Londres pour obtenir d'autres parachutages, et surtout, ça inspire les rescapés. Ok, lui c'est Louis Morel, aucun rapport avec Tom Morel. C'est un des rares chefs de section qui a réussi à faire sortir tous ces hommes intacts du plateau parce qu'il les a fait marcher dans une rivière. Alors c'était une rivière de montagne, en plein hiver, avec pas de protection pendant des heures, donc ils ont probablement perdu quelques orteils dans la bataille, mais à la fin, ils arrivent dans une ferme, dans un endroit perdu où personne n'ira les chercher, et pendant quelques mois, ils récupèrent. Et pendant tous ces mois de fin d'hiver, chaque jour, ils entendent la BBC qui parle de leurs potes qui viennent de mourir. Vous imaginez l'effet que ça fait ?
Donc au bout des mois d'hiver, ils retournent sur le plateau. Et soudain, ils n'ont plus de plateau à défendre. C'est juste un groupe qui a l'expérience de cette battue avec la milice et la gendarmerie pendant des mois, qui a été formé par les militaires qui étaient là pendant 2 mois, qui sont bien armés mine de rien parce qu'ils avaient planqué des armes pour eux, et qui viennent de passer 2 mois à entendre la BBC leur rappeler que pour résister, il faut avoir du matériel, de l'organisation, des armes, c'est très important, mais vraiment la seule chose indispensable, c'est d'avoir la volonté de résister. Cette unité va commencer à tendre des embuscades à des patrouilles d'Allemands et à prendre leur matériel. Elle va faire exploser des commissariats pour récupérer les lettres de dénonciation qui sont à l'intérieur. Elle va faire dérailler des trains parce qu'ils transportent des trucs pour Hitler. Mais c'est pas juste cette unité. Ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines après, on entend parler d'un autre groupe, près de Thônes, de l'autre côté de la vallée, qui fait exactement la même chose. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ils n'ont pas tous été au Glières, mais ils en ont tous entendu parler. Le mouvement, à partir de printemps, prend énormément de force. C'est-à-dire que quelques mois plus tard, ce sera plus possible pour le Troisième Reich de faire passer un train en Haute-Savoie. Il y a 25 locomotives qui ont été déraillées dans la région en 1944. C'est-à-dire que quand l'été arrive, Hitler sait que ça ne sert à rien d'envoyer un train dans cette région, il ne va pas passer. La production, pareil. Le truc le plus important pour Hitler en Haute-Savoie, c'est la SRO. C'est la plus grosse usine à Annecy. Un truc immense, avec des centaines de travailleurs dedans. Ils font des tanks pour la Wehrmacht. Les Alliés... dans la région est obligé d'écrire à Paris pour dire alors concernant la Haute-Savoie, la situation est pire qu'avant les opérations contre les maquis. Il commence même à y avoir des endroits où les pouvoirs de Vichy et de l'Allemagne osent plus aller. Il y a notamment une zone très très importante qui est Torrent. Faire une sortie et ils se rendent compte que la ville entière est encerclée. Et Thonon va tomber ce jour-là. Et à ce moment-là, c'est plus une vallée ou genre un village comme Torrent, c'est une ville, c'est une vraie grande ville de Haute-Savoie qui vient de tomber, genre qui vient d'être reprise. Et il y a des endroits où le fait de savoir que le front de l'Ouest avance vers toi, mais tu peux pas battre en retraite parce que les résistants ont encerclé la ville, et tu peux pas appeler des renforts parce qu'ils ont coupé les communications, le pressing est tel qu'il y a des villes qui se rendent. À Évian, il y a 800 soldats qui se sont rendus. Et il y a de plus en plus de villes qui tombent, et Cluses, et Chamonix, et soudain,
la situation change si vite que tous les regards se tournent vers Annecy. Et après toutes ces années de combat, tu pourrais ne pas vouloir risquer ta vie encore une fois. Tu sais que le front de l'Ouest est en train de progresser, tu sais qu'une armée professionnelle va probablement débarquer et libérer Annecy à un moment. Savoie s'est libérée. This documentary is very powerful. It shows that ordinary people can do extraordinary things. I've learned a lot about France and its history today. Respect to all the resistance fighters. They were truly brave. And thank you, The Great Review, for this documentary. I really enjoyed it from the start to the finish. Guys, do well to visit his channel. Let me know what you think about this in the comments. We'll wrap it up from here, guys. Until next time, bye.